Bonjour, vous êtes sur le podcast Histoire de devenir moi et vous écoutez les témoignages d'Isabelle, chapitre 2. Très bonne écoute. Mes deux parents décèdent de façon très rapprochée. Ma mère d'un cancer foudroyant, mon père l'anécuphie, mais suite à des très longues maladies. Et ces deux disparitions déclenchent une tempête familiale, une violence familiale inouïe, que je trouve incompréhensible. Enfin, vraiment. Et au-delà de la violence de ce délire familial, et le fait que tous les deux disparaissent. Déjà, ma sœur qui a vécu son adoption complètement à l'opposé de moi, elle enfin s'autorise à se projeter dans un voyage en Corée où elle est jamais allée. Et elle me dit j'ai envie d'aller en Corée, est-ce que tu veux venir avec moi? Et je lui dis ouais, carrément. Et moi j'y vais plus l'accompagnatrice de ma sœur qui enfin se fait le voyage de sa vie, se met à apprendre le coréen, mate que des séries coréennes et qui flippe un peu donc se tourne vers moi comme un soutien. Et moi je me présente comme un soutien. Et donc on prend nos billets il y a plusieurs mois à l'avance. Et moi, je projette un voyage touristique. J'accompagne ma sœur en Corée, donc elle réfléchit au circuit touristique qu'on va faire. Et en fait, tout ça, je pense, travaille de façon très inconsciente. Et oui, je comprends qu'il a fallu le décès de mes parents pour qu'on puisse s'autoriser simplement à voyager en Corée. Moi, j'y suis déjà allée, justement, juste avant la naissance de mon fils, alors je venais d'apprendre que j'étais enceinte, à l'invitation d'une personne que je croise, et j'y vais vraiment en mode touristique, donc il se passe pas grand-chose, quoi. Mais en fait, oui, je comprends à quel point le système était complètement verrouillé, et qu'il a fallu que nos parents décèdent pour qu'on lève le voile sur ce déni hyper puissant. Et je comprends qu'en fait, quand il nous disait, c'est exactement comme si on vous avait fait, mais il nous le disait pas à nous, il le disait au reste du monde, et au reste du monde, où le reste du monde, en fait, c'est d'abord leurs plus proches parents, c'est leur famille, et à quel point ça devait être difficile pour eux de construire leur légitimité de parents, et qu'ils ont dû proclamer, asséner, hurler, c'est exactement comme si on les avait fait. On est des parents comme les autres et on est des parents légitimes. Parce que quand je vois maintenant la façon dont la famille a explosé et nous a délégitimés, je me rends compte à quel point ça a été dur pour eux de faire admettre ça. Et puis je réalise qu'en fait, ça n'a jamais été admis. Est-ce que tu es à l'aise de raconter qu'est-ce qui s'est passé, quelle violence et qu'est-ce qui s'est passé au moment de leur décès? Ce qui s'est passé, c'est que en quelques mots, mon père était au décès de ma mère. Mon père est lourdement handicapé, physique et mental, demande une prise en charge et des décisions fortes parce que donc ma mère, elle était l'aidante de mon père. Et à son décès, on se rend compte que on va pas, son maintien à domicile va pas être possible, que son cas est beaucoup trop lourd, que c'est très difficile de trouver des personnes qui puissent tourner H24, 7 jours sur 7 à son chevet. On trouve des palliatifs pendant 4 mois et on se rend compte que son état s'aggrave et qu'il va vraiment falloir le transférer dans une maison médicalisée pour le prendre en charge. Et là, ça déclenche très concrètement, je reçois des lettres d'insultes de mes oncles et tantes, où je suis accusée de cupidité, de méchanceté, j'ai la liste de, tous les adjectifs négatifs qu'on peut attribuer à une personne que je n'ai ni âme ni conscience, bref.
Et il lance une procédure juridique. Il nous attaque, enfin, il m'attaque en justice parce qu'en fait, c'est moi qui ai légalement la tutelle de mon père. Et donc, ils remettent en cause le fait que je puisse prendre en charge, mon père et avec des sous-entendus ultra insidieux sur notre illégitimité en tant qu'enfant à nous occuper et à prendre les décisions pour mon père, à gérer son patrimoine, soi-disant, qu'on pourrait lui soutirer de l'argent, et de façon très, très d'un côté très violente, très cash, et en de façon très insidieuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des mots dans ces lettres autour de l'adoption? Ah non, il est juste dit, à un moment donné, si quand même, avec tout ce que vos parents ont fait pour vous, avec, je sais plus quelle est la tournure, mais comment on peut se montrer aussi ingrat avec tout ce qu'ils ont fait pour nous et tout ce qu'on leur doit. C'est tout. Et quand je raconte ça à des proches, ça leur saute aux yeux que le problème c'est l'adoption. Et moi à l'époque je dis mais qui te quoi vous parlez? Mais n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. Moi je comprends rien, mais je vois pas du tout le lien avec l'adoption. Encore une fois. Aujourd'hui, comment tu le fais ce lien? Comment je le fais? Je me rends compte que le fait parce que aujourd'hui j'ai gardé le lien qu'avec une seule tante, de la fratrie de mon père, parce que tout le monde a disparu aussi du côté de ma mère, pour d'autres raisons, mais le jour de son décès aussi. Je me rends compte qu'en fait on nous a nié la légitimité de nous. Ça semble logique, que quand un parent n'est plus en capacité de s'occuper de lui, c'est les enfants qui le prennent en charge. J'ai l'impression que c'est la logique naturelle pour tout le monde, et que en ce qui nous concerne, c'était pas normal, et que tous les autres autour, les frères et sœurs, étaient tous plus légitimes pour décider pour leurs frères de ce qu'il fallait faire, et que nous, ce qu'on faisait, de toute façon, c'était malveillant. Et cette présupposition de malveillance, c'était ça le plus trash. Et en fait, maintenant, je me rends compte que c'était pas cette présupposition de malveillance, que le terreau sous-jacent, c'était notre illégitimité d'enfants adoptés. Et c'est là que je refais le lien. Alors peut-être que c'est des connexions abusives, mais avec ce discours de c'est exactement comme si on vous avait fait. C'est là que je réalise qu'en fait il ne nous était pas adressé à nous, et que il y avait une douleur sans doute insurmontable, encore plus pour ma mère qui était folle amoureuse de mon père, de pas avoir été en capacité de lui faire des enfants dans une famille où le droit du sang, je l'ai toujours senti très profondément ancré, et c'était ça aussi l'anomalie. Je voyais à quel point la filiation, le nom, le sang était inconsciemment tout ça, mais j'ai l'impression d'avoir baigné là-dedans. Et de dire, en même temps, c'est fou parce que nous, on a été adoptés et en fait, tout se passe bien. Tout se passe bien parce que mon père était un homme très fort, hyper charismatique, et donc j'ai compris qu'il était en fait un noyau central de cette histoire familiale, et que j'avais complètement sous-estimé, mais qui faisait que ça tenait, quoi. Il était tellement, charismatique et fort, que l'histoire qu'il racontait, tout le monde devait la gober, quoi. Et il n'y avait pas d'ouverture possible. Mais à partir du moment où il a perdu la tête, il a perdu tous ses moyens, le couvercle s'est fissuré, quoi. C'est vachement puissant ce que tu partages, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, t'as pas de colère quant au mythe dans lequel on t'a mis, parce que tu le mets en mots. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus une question qu'une opinion? Est-ce que aujourd'hui, tu n'as plus aucune colère? Est-ce que t'en as eu? Et où t'en es par rapport à la colère? Alors moi, c'est le sentiment que j'aurais, donc que je projette sur toi, mais je peux me tromper, qu'on m'ait menti. Comme en fait la colère, je l'ai eue au décès de ma mère et aux réactions des oncles et tantes. J'ai été hyper en colère. Mais comme le mensonge en fait de mes parents s'est révélé au même moment où moi j'ai compris de quoi ils avaient souffert
dans leur illégitimité parentale. Tout ça, comme ça, c'est noué dans la même temporalité. Mais j'ai pas eu le temps d'être en colère contre leurs mensonges, en fait. Parce qu'au même temps que je comprenais leurs mensonges, je comprenais la puissance de la souffrance, la violence de la souffrance qu'ils avaient vécue. Et que ce mensonge, il venait contrecarrer ça. C'était le mensonge nécessaire pour dépasser leur souffrance de parents illégitimes adoptants, quoi. Et donc, forcément, j'ai de la compassion pour ça. Et je trouve ça triste que ma mère ait eu un temps sans doser ça. Et que... Ouais, je pense que pour elle, ça a été une sacrée souffrance. Et c'est triste, ouais. C'est triste parce qu'aujourd'hui... ouais. Nos oncles et tantes nous ont tourné le dos. Et je me dis que si mon père, il voyait ça... Bah ouais, il serait atterré, quoi. Parce que c'est juste la marque de ce qu'il a essayé de construire, d'afficher, de se convaincre lui-même, et du coup de convaincre les autres. Mais ouais, c'est indépassable, quoi. Donc j'étais très très en colère contre mes oncles et tantes, et en même temps, bah, je vois aussi de quoi ils sont le jeu, et bien sûr, même si ça a été hyper violent, en fait, il n'y a pas de malveillance, il y a aussi une énorme souffrance qui est aussi due à la place que, tout à l'heure que je mentionnais de mon père et que j'avais complètement sous-estimé, qui était un homme très, très charismatique et très protecteur. Et voir un homme comme ça, aussi fort, perdre la tête, perdre ses moyens physiques, complètement se déliter, bah forcément chacun se projette là-dedans et trouve ça odieux et ça devait être trop dur pour chacune d'entre elles de voir leurs frères tant aimés, leurs amis, parce qu'il y a des amis aussi qui sont joints à ce délire, comme ça s'effondrer et se déliter. Bah c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. Et quand t'as pas un minimum de recul sur ce qui se joue à l'intérieur de toi, sur cette souffrance qui te guide, et ben t'en es juste victime toi-même et tu la projettes sur l'autre en autodéfense, quoi. Donc non, j'ai plus de colère. J'ai plus de colère et je suis hyper contente. Maintenant, je suis triste. Bah ouais, je suis profondément triste et d'autant plus que maintenant que j'ai plus de colère vis-à-vis de mes parents et vis-à-vis des autres, maintenant bah il me manque. Et je me dis bah ouais, il y avait tout sur le papier pour que tout se passe bien et que mes parents aient une vieillesse heureuse, épanouie, joyeuse, qui voient leur petit-fils grandir et qui créent des liens de complicité toute leur vie, enfin toute sa vie à lui. Et ben non, ce sera pas ça. Donc ouais, je suis passée dans une autre phase du deuil là. Et en même temps, encore une fois, je passe dans cette phase de tristesse du deuil au moment où je découvre qu'une autre part de mon identité est possible, enfin, est à explorer. Et ça, c'est très excitant. C'est très excitant de me demander qu'est-ce qui est coréen en moi. Cette question qu'on m'a posée toute ma vie et auquel je trouve aucun sens. Je me dis, bon bah voilà, finalement, au Sénégal, ils avaient raison. et je trouve ça... Ouais, je trouve ça fort, quoi, cette histoire de temporalité. De me dire, au moment où je commence un deuil, donc du coup, je vais pas dire un deuil heureux, hein, mais en tout cas, d'être dans l'accueil de cette profonde tristesse de la mort, qui jusque-là avait été empêchée par la colère. Et ben, en même temps, je suis dans la découverte et l'accueil, pas du tout d'une autre famille, mais d'une autre part fondamentale de moi, quoi. On dit que la famille, c'est un socle qui te forge, quoi. Et ben là, bien sûr, je suis forgée d'autres choses. Bien sûr
Et ça, c'est ça. Et à quoi il ressemble ce socle, cet autre socle? À quoi elle ressemble mon histoire avec un petit H, mais aussi dans quelle histoire avec un grand H, ma petite histoire appartient. Et même si je retrouve pas mes parents biologiques, eh ben j'ai quand même envie d'aller explorer ça. Eux, d'où ils viennent, dans quelle culture ils ont évolué, et peut-être que ça sera très déceptif, et peut-être que je trouverai rien, et peut-être que quand on partira en Corée avec ma sœur, on restera des touristes de base, et voilà. Ou pas. Mais c'est un champ qui s'ouvre, et c'est toujours plus de lucidité sur ce que je suis, de quoi je suis faite. Et c'est réjouissant de voir que on se construit des armures pour faire face à ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Et c'est réjouissant de s'en dépouiller. Et c'est ça qui m'excite aujourd'hui, quoi. Et qui te met dans l'élan d'envoyer l'email. C'est pas mal cette rebouclate. Et ouais, exactement. Et là, maintenant, après tant d'années, eh ben je suis armée pour ouvrir cette porte-là, avec toutes les surprises que ça peut offrir, et les surprises positives, enfin voilà, positives comme négatives, je disais, déceptives comme heureuses. Voilà, je suis armée pour faire face à l'entièreté de ce que je suis. Et oui, bah en fait, j'ai une famille adoptante, hyper en souffrance, qui du coup a pas pu les surmonter et qui a fait tout voler en éclats et qui nous a rejetés. Bah c'est triste, mais c'est comme ça. Bon bah voilà, maintenant je suis assez solide pour l'accueillir et faire bon bah ok quoi. Chacun sa voix. Et en même et voilà, et de me confronter à mes origines coréennes, à me dire bah finalement ça va pas me parler, et si ça me parle pas, c'est comme ça. Ou alors je vais y trouver des choses dont j'ai pas encore idée, et ça sera chouette aussi. Avant qu'on parle du dossier et de la suite, j'ai une intuition, j'ai envie de te faire parler autour de ta maternité à toi. Mais en fait, c'est un peu des gros sabots de faire ce lien-là. Mais du coup, pour toi, c'était important d'être mère. Donc, tu as adopté ton fils ou pas? Ah non, pour moi, c'était pas du tout important d'être mère. Pas du tout. D'ailleurs, je me suis souvent dit que s'il n'y avait pas une telle pression sociale sur les femmes à être mère, si j'avais eu l'entière liberté du choix d'une maternité, j'aurais fait sans doute partie des femmes qui n'auraient pas eu d'enfants. Mais je me sentais, et ça encore une fois plus ou moins consciemment, je pense pas suffisamment solide pour assumer une vie entière de femme dans la société dans laquelle on vit, sans être mère. Ça me semblait plus simple d'assumer d'être mère et le poids d'avoir un enfant, entre guillemets, et sans doute les joies, mais sur le coup, plus jeune, je pense que je voyais ça plutôt comme une contrainte. Ouais, j'étais plus prête à accepter les contraintes de la maternité que les contraintes de la pression sociale à enfanter. Du coup, dans ton choix ou ton non-choix d'être mère et dans ta maternité, il n'y a pas de lien avec la question de ton adoption à toi? Ah ben non, c'est moi quand je tombe enceinte ou que je commence à creuser la question, je suis exactement comme si on m'avait fait, enfin comme si Pierrette et Michou m'avaient fait. Enfin donc ça rentre pas du tout dans l'équation, pas du tout. L'adoption est un non-sujet. Donc moi je me questionne par rapport à ma vie de femme indépendante, dans quelle mesure ça va combler des attentes, un besoin, un amour, de faire un enfant ou pas. Mais c'est tout, il y a rien du tout qui se joue sur ces questions d'adoption ou pas adoption, enfin forcément adoption mais biologie, non. Et aujourd'hui avec la distance, tu t'observes des choses?
Par contre, à partir du moment où j'ai décidé d'être mère, là, c'est un rôle que j'ai eu chevillé au corps. C'est-à-dire que c'est devenu une très, très grosse mission pour moi que de devenir une mère, et une mère telle que je me la rêvais. Et même pas tant une mère telle que je me la rêvais, mais une relation mère-enfant telle que je me la rêvais. Et j'ai beaucoup œuvré à ça. Et je me suis beaucoup remise en question. Je pense à titre perso de moi à moi, mais dans cette optique-là, de contribuer à avoir une relation mère-enfant et d'être une parente telle que je me le rêvais, ouais. Et forcément, à contre-pied de la relation par-enfant que j'avais pu vivre et expérimenter. Mais encore une fois, pas du tout. Je pense que c'était pas dans un cadre oui, parce que j'étais adoptée, c'est horrible. Donc moi, comme j'aurais fait mon enfant, ça sera complètement autre chose. Non, pas du tout. Pas du tout. Et ton fils, à part cette fois où il te ramène à l'adoption, est-ce que dans votre lien, ou est-ce que lui a dit des choses de ça? Non. Lui, il a une relation hyper forte et fusionnelle avec mes parents, donc ses grands-parents, jusqu'au début de la maladie de mon père. Mes parents sont des grands-parents géniaux, un peu abusivement amoureux de leur petit-fils, mais on peut pas leur reprocher. Et mais non, Nat, il revient pas dessus. Ouais, je crois qu'il me voit cheminer, il est toujours heureux pour moi, mais non, il revient pas à la charge pour me questionner là-dessus. Et en même temps, étonnamment, là, il commence ses études et il a décidé de prendre coréen en 3e langue. Donc je sais pas dans quelle mesure je lui ai mis la pression sans vouloir le faire, mais en tout cas j'ai trouvé ça chouette. Je me dis ouais, peut-être que lui, si demain il veut aller explorer, il aura quand même un outil pratique pour faire ses recherches, quoi, parce que maîtriser la langue c'est quand même bien utile. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose d'autre à dire de cette Isa avant dossier, autour du sujet de l'adoption? Avant le dossier, c'est passé 46 ans, donc non, moi, globalement, je me décris quand même comme une personne hyper bien dans ses baskets, et alors, je peux pas dire qu'il se pose pas de questions, parce que je me pose 20 000 questions tout le temps. Très consciente de sa chance, peut-être même trop consciente, en fait. Si, peut-être je peux dire ça. Que j'ai quand même toujours vécu mon adoption comme une chance ultime. Voire comme l'élu, tu vois. Et du coup, comme avec ce poids d'une responsabilité, que parmi ces milliers d'enfants voués à être adoptés, donc avaient été abandonnés, j'avais quand même fait partie des très rares à avoir été adoptés, quand même assez jeune, et avoir bénéficié d'un contexte d'épanouissement, et qu'à ce titre-là, j'avais une responsabilité. Parce que c'est pas tout le monde et tous les jours qui ont une bonne étoile comme ça. Donc j'ai toujours, été convaincue que j'étais née. Non, du coup, c'est horrible parce que quand tu nais et qu'on t'abandonne le lendemain de ton accouchement, y a pas plus horrible comme événement qui peut t'arriver, mais qu'en même temps. Tu vivais le mythe en fait. Oui, c'est ça, je vis complètement le mythe. Et dans ta vie, pendant 46 ans, cette responsabilité d'être l'élu, ça fait quoi dans ta vie concrètement ? Ça fait que je me mets la pression. Enfin, je me mets la pression de réalisation, tout en cherchant tout le temps, même encore aujourd'hui, qu'est-ce que je suis censée réaliser, accomplir. C'est quoi ? J'ai forcément une mission, tu vois, d'être là. Enfin, si j'ai été choisie et qu'on... Bon, et en fait, j'ai arrêté de mettre la pression. Hein. C'est bon, j'ai bien compris, j'étais pas l'élu, et que fallait un peu que je redescende. Mais
Ouais, enfin, peut-être que ça s'est incarné dans mon éducation à mon fils, où je me suis quand même mis la pression au sens de beaucoup de remises en question et de beaucoup travailler sur moi pour être la personne qui propose à mon fils un modèle inspirant. Et enfin voilà, qu'il soit porteur et qu'il puisse le plus possible se construire ses propres ressources. Et t'as l'impression, parce que j'ai l'impression que c'est toutes les mères, c'est une impression, moi je suis pas mère. T'as l'impression que toi c'est quand même plus. Sauf que moi j'ai réussi. Ok. Là j'adore. Non mais t'as raison, effectivement toutes les mères, elles veulent être la meilleure possible pour leurs enfants et avoir la meilleure relation possible pour leurs enfants. Donc qu'est-ce qui me fait dire que moi j'avais plus cette mission-là qu'une autre En tout cas, dans le cadre de notre échange autour de l'adoption, t'avais l'air quand même de les lier, de dire puisque j'ai été adoptée, j'ai l'intuition que quand même ce rôle, je me suis mis la pression. Et je voulais juste voir, est-ce que juste cette pression, elle est pas d'ordre maternel, sans lien avec l'adoption ou pas? Bah, de façon détournée, peut-être. C'est peut-être une des conséquences collatérales, on va dire. Mais pas parce que, comme je le disais tout à l'heure, parce que j'ai été adoptée, là, moi, je fais un enfant biologiquement, donc il faut que je fasse les choses différemment. Non, mais plus par j'ai été adoptée, donc j'ai eu cette chance immense, donc j'ai un poids sur mes épaules plus fort à être bonne, enfin, dans tous les domaines, en tout cas, et à être heureuse. Et à propager la joie et à faire je pense que ça c'est un moteur fondamental de mon fonctionnement. Je pense que effectivement cet abandon originel a mis ça en route chez moi. Je ne peux pas être triste, je ne peux pas me sentir malheureuse, je ne peux pas avoir peur, je ne peux pas être en colère parce que j'ai toutes ces chances, j'ai cette immense chance de tout ça. Toutes ces émotions du coup que tu vis d'un coup avec le décès de tes parents. Ouais, voilà. Ça, ouais, pour la faire courte, là, c'est vrai que je me suis fait ce petit condensé en 2 ans. Effectivement. Tout ça me rattrape. Et ça ouvre toutes les portes, puisque le mythe est faux, tu peux être tout ça. Enfin, voilà, oui. Psychologie à 2 balles, tu peux rebondir ou pas. Et bien non, c'est ça qui est génial. C'est que je me fais de façon hyper caricaturale ce que tu décris là. Je suis dans le mythe à fond. Je m'empêche tout ça parce que... Là, le mythe s'effondre. Donc je vis toutes ces émotions qui sont encapsulées depuis toutes ces années, bien en profond dans la cocotte minute. Et là, tout pète. Et je me prends dans la figure. Et c'est marrant parce que donc, ma sœur, que j'adore et qui est complètement différente de moi et qui a vécu notre adoption à l'opposé de moi... Elle, en fait, oui, c'était violent, ces délires, donc les tantes et tout, mais elle, comme elle a jamais grandi dans le mythe, elle a jamais adhéré au mythe, elle n'était pas plus surprise que ça. Elle s'est dit, oui, enfin... Et donc, oui, elle a trouvé ça insupportable de leur part et injuste et tout ça, mais elle n'a pas été atteinte profondément. Elle pouvait pas non plus dire qu'elle s'y attendait, mais... c'était pas surprenant et c'était pas bouleversant par rapport à sa constitution à elle, quoi. Pour elle, c'était juste le révélateur d'une vérité qu'elle ressentait profondément depuis toujours et qui tout d'un coup prenait sens, quoi. Enfin, et c'était plutôt dire mais en fait j'avais raison depuis le début, on m'a pris pour une débile mentale depuis le début, on m'a renvoyé que non, mais en fait vous voyez bien qu'il y avait un hic dans le pâté là. Et mais moi j'étais complètement dans le pâté. Donc elle a été vraiment très triste pour moi de voir à quel point j'étais atteinte et en même temps on en rigole entre nous parce que je dis non mais quand même t'as été sauvegardée pendant 46 ans parce que moi là ce que tu vis en condensé c'est ce que je vis depuis que je suis arrivée en France en fait et oui et donc ça s'équilibre. Instinct de survie du coup pour toi d'adhérer au mythe et de naviguer avec. Instinct de survie, et puis moi je suis arrivée, j'étais beaucoup plus jeune que mon frère et ma sœur, donc j'avais 5 mois, donc j'étais un tout bébé. Donc c'était plus facile peut-être pour moi que le mythe y prenne. Ma sœur elle avait 3 ans et demi. Elle était beaucoup plus âgée, elle avait une vie. D'ailleurs quand elle a récupéré son dossier, dans son dossier, la famille d'accueil décrit la petite fille qu'elle était.
est très différente de la fille qui est arrivée en France, en fait. Et ça, c'est très violent, je trouve, c'est hyper triste, mais... Donc, elle, je pense que son nœud, il tourne beaucoup plus autour de... en quoi cette adoption a été un trauma et comment ça l'a fait dériver de la personne qu'elle aurait dû être. Donc, elle n'a pas du tout cette même compréhension. Et elle a toujours vécu son adoption comme un kidnapping. Moi, j'étais là avec ma chance et mon délire d'élu. Elle s'est fait kidnapper, quoi. Donc pour elle, il y a c'est pas qu'il y a une justice du tout, mais forcément, elle n'a pas du tout le même attachement à ce mythe. Et à tous ces protagonistes du mythe. Elle a débarqué dans une famille qui l'a kidnappée et très inconsciemment, elle a continué de se demander mais qu'est-ce qu'elle foutait là, quoi. Et pourquoi et je trouve ça, mais ce qui est magnifique dans notre histoire aussi, c'est que ma sœur, c'est ma sœur. Et que ce voyage, on va le faire ensemble. Mais donc, du coup, ça marche, quoi. On s'est adoptés, quoi. Vraiment.